Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que le déconfinement se passe pour le mieux. Je suis Guillaume Carlier, responsable des contenus et de l'innovation, et ravi de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Ça fait maintenant un mois que nous avons démarré les Daily Talks, donc je suis sûr que vous connaissez tous par cœur le format. Pour le rappel, il s'agit d'une série de webinaires gratuits qui donnent la parole aux experts des écosystèmes tech et innovation dans l'environnement urbain et l'immobilier. Ce rendez-vous, c'est tous les jours à 16 heures pendant 30 minutes. Pour clore aujourd'hui cette déjà très riche semaine, nous avons la chance de recevoir Robin Rivaton. Donc Robin Rivaton qui est directeur investissement chez ID Invest et également essayiste, auteur entre autres de L'immobilier demain. Robin, est-ce que tu m'entends? Très bien. Bon, c'est parfait. Donc Robin, aujourd'hui, tu vas nous parler de la transformation radicale des marchés immobiliers qui semble se dessiner au regard de la pandémie que nous vivons. Et je rappelle à tous qu'à la fin de l'intervention de Robin, il prendra quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc on va t'écouter pendant 20 minutes et j'espère qu'ensuite tu pourras répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup. Robin, le micro est à toi. Bonjour à tous de cette invitation. Effectivement, le thème que je souhaitais aborder aujourd'hui avec vous, c'est un thème qui va être à la croisée de mon activité d'investisseur dans les nouvelles technologies et des marchés immobiliers, en se demandant si effectivement la crise sanitaire qu'on a vécu, ce qu'elle a impliqué en termes de confinement et de remise en cause d'un certain nombre de modes de production et de consommation, pouvait se traduire par une transformation assez radicale des marchés de l'immobilier. Le premier point est, alors c'est pas de l'astrologie ou du devinage, je ne suis pas devin. C'est quelques réflexions pour essayer de voir comment ces marchés immobiliers et la façon dont notamment ils ont évolué ces dernières années peuvent être remises en cause ou bouleversés par les changements que nous avons vécus. Le principal point à avoir en tête, c'est que les marchés immobiliers de ces 20 dernières années ont été très largement poussés par un phénomène qui est un phénomène de métropolisation qui a abouti à la concentration croissante des emplois dans un premier temps, des opportunités d'éducation et notamment d'éducation supérieure dans un second temps, et d'un certain nombre de loisirs et de services qui fonctionnaient avec un niveau minimal de densité. Donc la concentration croissante de ces trois éléments dans des aires urbaines de plus en plus restreintes. C'est ce phénomène de métropolisation qui a poussé les prix de l'immobilier à diverger considérablement. Parce que quand on pense marché immobilier, évidemment, on a tous en tête des marchés de centre-ville extrêmement spécifiques où la dynamique des prix n'est pas du tout la même que dans le reste des marchés nationaux et notamment dans certaines villes où les prix de l'immobilier ont pu plutôt être orientés à la baisse depuis maintenant 20 à 30 ans. Donc, c'est ce point-là principal. Et aujourd'hui, il est vrai que les villes ont été perçues comme l'un des principaux endroits à être frappés par la pandémie du coronavirus. Voilà, par le fait qu'elles étaient interconnectées les unes avec les autres, ce sont les endroits où le virus s'est le plus déployé le plus rapidement. Et donc, ça a abouti à des phénomènes de départ, en tout cas d'exil d'un certain nombre de personnes. On a beaucoup discuté le chiffre, notamment à Paris et sur la région Île-de-France, avec des chiffres qui vont sur environ peut-être jusqu'à 17% de la population habituelle. Donc dedans, il n'y avait pas que des résidents, il y avait aussi des touristes donc qui n'étaient plus présents. Mais en tout cas, il y a eu une vague de départ assez importante et un reflux des villes.
Et donc, à partir de là, il y a une question qui s'est posée chez beaucoup d'acteurs et de commentateurs de la ville, c'est de savoir si on pouvait aboutir à un redéploiement, à une redéfinition du cadre spatial des villes de manière définitive. Alors, il est certain que voilà, nos modes de production et de consommation ont considérablement varié pendant cette crise, avec l'adoption de technologies dans des ordres de grandeur qui étaient absolument impensé il y a encore quelques temps. Microsoft disait qu'ils ont connu en quelques mois, en 2 mois, ils ont fait 2 années d'évangélisation sur les outils de travail collaboratif, puisqu'ils sont passés de 13 millions d'utilisateurs de Teams à 75 millions aujourd'hui. DingTalk, l'application de travail collaboratif d'Alibaba, est passée à 200 millions de téléchargements. Donc, on voit bien qu'il y a eu une diffusion extrêmement forte de ces outils. Je ne parle pas de Zoom ou de Slack, mais bon, on est sur des ordres de grandeur relativement élevés aussi. Et puis, il y a des entreprises qui ont commencé à émettre des messages en disant qu'elles étaient relativement ouvertes à une pérennisation du télétravail, voire même à des modes totalement à distance. Donc, c'est le cas d'une entreprise comme Stripe, qui a créé un hub totalement virtuel à côté de ceux de San Francisco, de New York, de Dublin, de Doha et de Singapour. C'est le cas du patron de Twitter qui a dit à ses salariés qu'ils pouvaient rester à distance, travailler à distance sans revenir au bureau de manière infinie. Et donc, effectivement, et après, il y a d'autres usages au-delà du bureau, du travail, qui sont la télémédecine, qui sont le téléenseignement. Et donc, il y a l'idée que voilà, on pourrait aboutir dans les prochains mois et prochaines années à une reconfiguration complète des choix de localisation des ménages, et que ça se traduirait par la fin de ce phénomène de métropolisation, et donc très logiquement par la fin de cette hausse des prix, notamment résidentiels, dans les zones les plus métropolitaines, les plus denses. Ça me paraît une analyse un peu rapide et un peu trop rapide, tout simplement pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a très peu d'emplois qui peuvent être totalement digitalisés. Quand on regarde aujourd'hui la structure des emplois, on a un certain nombre. En fait, on peut digitaliser quasiment dans beaucoup d'emplois, on peut digitaliser. Dans 45% d'emplois, on peut digitaliser des choses, donc télétravailler. Mais il reste toujours un volant de tâches qui est incompressible et qui doit se réaliser en physique. Et c'est des tâches qui vont avoir trait à la créativité, qui vont avoir trait à la convivialité, qui vont avoir trait à la capacité à se forger une opinion ferme sur quelqu'un. Je prends un exemple. Dans mon activité, nous investissons dans des entrepreneurs qui créent des nouvelles entreprises. Nous serions bien incapables, à la fin, de faire une décision formelle et ferme d'investissement sans avoir rencontré la personne, tout simplement parce que l'échange et l'interaction qui se crée en physique est beaucoup plus riche que ce que peut refléter la caméra. Et donc, à ce titre-là, on se forge une conviction, on va aller confier de l'argent à quelqu'un que si on a l'intime conviction qu'il est la bonne personne pour l'utiliser. Et voilà, on va être obligé de faire cette rencontre physique. Et c'est valable pour un certain nombre d'opérations. C'est valable. Et donc, si on doit, même si le télétravail peut largement se diffuser, et je pense que l'expérience actuelle a montré son efficacité, son utilité et aussi sa capacité à se déployer lorsque les organisations sont moins frileuses à cet égard. Il n'empêche qu'on a quand même besoin de se déplacer dans des lieux, des bureaux pour conserver ce lien, pour réaliser un certain nombre de tâches de sociabilité ou de créativité. Et donc, même si quelqu'un doit prendre une décision de localisation par rapport à ce bureau et qui va n'être même en y allant que 2 ou 3 jours par semaine, nécessairement il va choisir de se localiser à 1 heure et demie maximum de cet espace-là pour éviter de perdre trop de temps dans les transports. Le deuxième facteur qui est très souvent négligé dans les décisions de localisation des ménages et qui est souvent quasiment équivalent aux décisions de nature professionnelle, donc de se placer à proximité de son emploi, c'est les décisions liées à l'enseignement et à l'éducation des enfants. Or,
C'est un point relativement crucial et la qualité de l'enseignement s'est véritablement concentrée dans les plus grandes villes ces 10 à 15 dernières années et c'est un phénomène qui n'est pas prêt de changer. Alors, on peut parler d'enseignement à distance, mais on voit bien que c'est quand même relativement compliqué et l'expérience actuelle l'a montré aussi. Le dernier point, c'est tout l'accès. Alors évidemment, deux derniers points, c'est l'accès à des infrastructures de santé. Et là aussi, on voit qu'elles sont quand même plus concentrées dans les zones denses. Donc, être éloigné de ces infrastructures de santé, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Et le dernier point, c'est tout un ensemble d'infrastructures de loisirs et de services qui, là aussi, sont plutôt l'apanage des métropoles et des zones denses. Donc, tout ça est plutôt, de mon point de vue, en tout cas, un ensemble de facteurs qui font que le grand départ des métropoles qui a été évoqué, pour l'instant, reste quelque chose qui est encore relativement peu visible et a plutôt peu de chances de se matérialiser, en tout cas peut se réaliser, mais avec des ordres de grandeur qui sont relativement faibles par rapport aux masses en jeu. Juste pour rappeler et donner ce chiffre-là, parce qu'il est assez symptomatique, lorsqu'on a ouvert tout un ensemble de nouvelles lignes TGV autour de Paris, avec le TGVS, avec la LGV Sud-Ouest et la LGV Bretagne, on a pensé qu'il y allait y avoir beaucoup de gens qui allaient faire des déplacements en pendulaire en préférant sortir du centre de Paris ou de sa première couronne pour aller se localiser dans des villes où l'immobilier est beaucoup moins cher et qui sont à moins d'1 heure de TGV de Paris. Ces villes, elles sont connues, hein, c'est Vendôme, c'est Reims, c'est Tours, enfin Lille au nord sur une ligne qui est déjà plus fréquentée et plus connue. Et en réalité, aujourd'hui, on estime que le nombre de pendulaires, de navetteurs, de gens qui font des allers-retours dans la journée et parfois qui font du télétravail aussi quelques jours par semaine sur ces lignes de TGV, il est évalué à 6000 personnes. Donc 6000 personnes pour 6 millions de travailleurs dans la population active de l'Île-de-France, ça fait 0,1%. Donc ce n'est pas du tout de l'ordre d'une ampleur capable de modifier le prix et la demande immobilière dans une région comme l'Île-de-France. Et je pense que les déplacements qui seront liés au télétravail, ou en tout cas un télétravail total, sont de cet ordre de grandeur et donc ils ne sont pas de nature à faire baisser les prix comme on peut l'entendre. Le second point à avoir en tête et que j'aimerais évoquer, c'est la question des autres facteurs qui poussent les prix immobiliers à la hausse ou à la baisse. Et aujourd'hui, ce qu'on observe principalement, c'est qu'on va devant une crise, ou en tout cas un schéma de faible production de nouveaux logements. Pour plusieurs raisons. On a eu un sujet avant l'élection municipale où on a eu peu de production de logements neufs et de nouveaux terrains pour y construire. Il faut 18 à 24 mois entre la délivrance du premier permis, en tout cas de la demande du permis, et puis vraiment avoir des logements qui vont sortir. Donc, on a un vrai sujet de production de logements neufs. Et donc, ça va avoir aussi un impact sur les prix. On sait qu'aujourd'hui, les nouveaux exécutifs municipaux ne sont toujours pas installés. Bon, ils viennent d'être installés dans quelques villes, mais plutôt les plus petites villes. Et donc, on a un enjeu d'être en capacité de produire suffisamment de logements neufs, et alors qu'il y a ce gros trou de production et ces fonciers qui n'ont pas été produits ou délivrés ces derniers mois. Donc, ça va avoir un impact sur l'offre de logement, et ça peut aussi avoir un impact sur les prix plutôt en les soutenant. Le troisième point, et c'est là où ce que je disais sur la diversité ou l'hétérogénéité des marchés immobiliers prend tout son sens, c'est la question de l'offre de crédit. Aujourd'hui, ce qu'on observe quand on regarde un peu les chiffres de l'immobilier, on voit que le volume de transactions qui a explosé ces dernières années, puisqu'on est passé de 800 000 transactions à peu près au point bas en 2010 à 1,115 000 transactions sur les 12 derniers mois avant la crise. L'explosion
du nombre de transactions, elle n'a pas été liée dans les centres métropolitains et dans les centres les plus denses. À Paris, on est à peu près sur une tendance quasi atone de entre 33, 35, 36 000 transactions par an depuis les années 2000. Donc, ce n'est pas dans ces zones-là que le nombre de logements a augmenté en termes de transactions, mais les transactions ont beaucoup augmenté parce que dans des villes où les prix de l'immobilier ont plutôt baissé, et par exemple sur 10 ans, dans des villes comme Béziers, les prix de l'immobilier ont baissé de plus de 15%, dans une ville comme Tourcoing, ils ont baissé de 17%. Donc, dans ces villes où les prix de l'immobilier ont plutôt baissé, on a observé un passage de ménages du statut de locataire à celui de propriétaire occupant, souvent avec des mensualités qui étaient équivalentes ou même qui baissaient. Le profil type de ce que disent les courtiers, c'est qu'on passait de ménages qui étaient sur une mensualité, un remboursement de loyer un peu plus proche de 700 euros et un remboursement de crédit qui était un tout petit peu en dessous. Donc, c'est ça qui a nourri la hausse des transactions depuis maintenant une petite dizaine d'années. Et on sait maintenant, et c'est très certain avec la crise, mais le phénomène avait déjà commencé auparavant, que les banques ont entamé un mouvement de plus forte sélection pour accorder les crédits. Ça avait commencé suite à une décision dans un communiqué du Haut Conseil à la stabilité financière du 16 décembre 2019 qui avait demandé aux banques d'être plus vigilantes sur la durée des crédits, donc de se limiter à 25 ans et sur le taux d'effort, donc avec un taux d'endettement qui était plafonné à 30%. Et donc, la production de crédits nouveaux avait commencé à baisser. Et puis, elle s'est accélérée avec évidemment l'effet de la crise et avec une remontée des taux d'intérêt. Et donc, ce qu'on observe, c'est que ce double effet, ou en tout cas cette plus grande sélectivité sur l'émission de nouveaux crédits, a plutôt tendance à jouer en défaveur de ménages qui étaient acquéreurs dans des zones plutôt dites périphériques, ou en tout cas où les prix de l'immobilier était plutôt faible. Et pour l'instant, on voit moins cet effet sur les transactions ou les emprunteurs qui voulaient acheter dans les centres urbains les plus denses. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller dans les prochaines années. Pour terminer, puisque j'ai une vingtaine de minutes sur ce sujet-là, la question qui va se poser à nous à la suite de cette crise et qui est une question importante. Donc voilà, de mon point de vue, je pense que les prix de l'immobilier, en tout cas tels qu'on les regarde souvent, c'est-à-dire principalement dans les zones métropolitaines, vont être relativement inchangés dans les prochains mois, tout simplement parce que les facteurs de la demande sont des facteurs qui restent très largement positifs. Et en tout cas, ce que révèle cette crise, c'est là-dessus que j'aimerais terminer, c'est qu'on a toujours un très gros problème de production de logements. Là où la crise et le coronavirus ont frappé le plus fort, ce sont dans les endroits, les quartiers où les logements sont les plus suroccupés. Là où ils ne sont pas tellement une question qu'ils soient mal dessinés et autres, la question est revenue, mais c'est surtout parce qu'ils sont suroccupés. Donc, il y a plus d'occupants par logement qu'il n'était prévu initialement. Et donc, c'est ces quartiers-là, ces logements-là qui, évidemment, ont vu les taux de reproduction du virus les plus élevés et qui ont payé les plus lourds tributs en termes de mortalité. Et donc, la question évidemment qu'on doit se poser, au-delà de se dire qu'il faut qu'on fasse des logements neufs plus confortables, plus agréables, avec des pièces en plus et autres, avant de faire tout ça, on a besoin déjà de partager collectivement l'idée que l'on ne produit pas assez de logements pour loger tout le monde. Et donc, il y a une suroccupation des logements qui est un facteur extrêmement pénalisant parce qu'il est pénalisant pour la qualité de vie, il est pénalisant parce qu'il induit des cohabitations forcées. Donc des gens qui sont obligés alors, ça peut être la colocation par exemple, ça peut être des gens qui sont obligés de rester ensemble alors qu'ils ne s'entendent plus mais qu'ils le font sous la contrainte de l'immobilier. Et juste pour illustrer ça, mais en Île-de-France depuis maintenant 12 ans, on a un taux de cohabitation, donc le nombre de personnes par logement qui est
été auparavant très largement inférieur à celui de la moyenne nationale française et qui a arrêté de diminuer parce que voilà, on n'a plus cette possibilité de le faire et qu'on ne construit plus assez de logements. Et donc, on a un véritable enjeu collectif à produire plus de logements. Et c'est assez drôle parce que quand on travaille dans le milieu de la tech, et bon, voilà, le Propel by MIPIM est un événement de la tech dans l'immobilier, mais on peut se dire que voilà, les enjeux de construire, les enjeux de produire des biens physiques, tout ça, ça peut sembler un peu dépassé. Et j'aimerais apporter à votre connaissance un très beau texte de Mark Andreessen. Donc, Mark Andreessen, c'est sans doute l'un des papes de l'investissement dans les startups. Il a fondé la firme Andreessen Horowitz aux États-Unis, qui est un des meilleurs investisseurs mondiaux dans le sujet. Et il avait fait un papier qui a été très partagé en 2008 sur la crise qui venait et qui avait été identifié un peu comme un des papiers les plus visionnaires sur le sujet. Et il n'avait pas réécrit depuis très longtemps. Et là, il a repris la plume pour faire un petit texte qui s'appelle « It's time to build ». Qui est donc le texte d'un investisseur en capital dans les startups. Donc, on peut se dire, voilà, quelqu'un qui est très orienté vers la technologie et qui a fait un texte pour dire qu'il était temps de bâtir et de bâtir des logements, de bâtir un certain nombre de choses physiques, de choses concrètes pour faire en sorte que l'on soit déjà plus résilient pour faire face à de crises pareilles et surtout pour que la vie des citoyens, alors, on parle beaucoup des États-Unis, mais bon, à la rigueur, c'est assez normal, soit plus agréable. Et donc, c'est là-dessus sur le point sur lequel j'aimerais terminer, c'est que il n'y a pas dans le monde et la crise qu'on vient de vivre, il n'y a pas d'opposition entre l'immatériel et le matériel. Il n'y a pas le télétravail d'un côté et le bureau physique de l'autre. Il n'y a pas le e-commerce et des espaces commerciaux qui seraient voués à disparaître. Je pense vraiment qu'on a l'obligation de devoir conjuguer les deux. Très, très, très belle conclusion. Merci beaucoup, Robin. J'avais une question, moi, très orientée tech, mais que je vais garder parce qu'on a une première question de Charles qui va bien rebondir sur ce sur quoi tu as terminé. Charles voudrait savoir si, d'après toi, l'offre de flex office peut demain influencer les prix du marché résidentiel et auquel cas peut-être créer, voire même accentuer des disparités par quartier, par région, etc. Alors, je comprends le sens de la question en se disant qu'effectivement, demain, il va y avoir beaucoup plus d'employés qui vont chercher des solutions et d'employés qui vont chercher des solutions de flex office à proximité de leur domicile pour être en capacité de télétravailler, en tout cas de travailler à distance sans être nécessairement chez eux. Est-ce que en tout cas la rareté de cette offre-là est susceptible de faire varier les prix d'immobilier? Je ne pense pas, parce que c'est quand même un élément qui est subsidiaire dans les décisions. Mais en tout cas, il est évident qu'il y a un avenir assez brillant, assez porteur pour le flex office. On va sans doute voir un certain nombre d'entreprises. Alors, encore une fois, je ne suis pas devin et je déteste les prédictions à l'emporte-pièce, mais de ce qu'on montre à un certain nombre de décideurs immobiliers, notamment directeurs immobiliers de grands groupes, on a la volonté, plutôt à rebours de ce qui s'est fait depuis une dizaine d'années, de déconcentrer un certain nombre de sièges sociaux qui avaient été relativement centralisés ces dernières années. L'idée, c'est de se dire, voilà, quand on a la tour X qui est fermée, on est quand même bien embêté pour travailler, alors que si on avait une meilleure répartition de nos bureaux et qu'on permettait à nos salariés aussi de pouvoir se rejoindre, y compris dans des espaces de plus petite taille, ça serait moins contraignant pour nous. Donc, je pense que voilà, il va y avoir une très forte orientation là-dessus, et il n'est pas impossible qu'on ait de la même façon que les entreprises ont maintenant le forfait mobilité, ont les chèques restaurants dans une partie de la nourriture, on puisse avoir un forfait qui soit un forfait télétravail global qui comprenne également des temps de réservation des espaces de flex office dans les prochaines années. Très bien, merci. En effet, pourquoi pas, ça serait… En tout cas, moi je suis pour. Une autre question, alors là, qui n'a rien à voir du tout avec le sujet que tu as traité jusqu'à présent, mais pourtant bien intéressante, à savoir qu'au
au Québec, visiblement, Carole nous dit que nous remarquons une nette baisse de demandes pour les résidences aînées autonomes dues au confinement obligatoire et aux inquiétudes des mesures pour les conditions sanitaires. Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe également en France? Alors, je ne suis pas un expert des résidences seniors, qu'elles soient médicalisées ou pas, mais je pense que cette crise va accélérer un phénomène qui était déjà existant et déjà latent, qui est que les résidences euh, médicalisées ont touché du doigt deux limites ces dernières années. C'est que d'une part, elles étaient très dispendieuses pour un certain nombre de ménages et donc étaient devenues relativement inaccessibles. Et donc, se sont développées des solutions d'accueil à domicile. Hein. Nous sommes investisseurs dans une entreprise chez Idinvest qui s'appelle 7 familles, qui met en relation des personnes, des familles qui peuvent accueillir des personnes âgées dans les meilleures conditions possibles, avec des personnes âgées qui sont en recherche de solutions de ce type-là. Et donc, je pense qu'on peut assister effectivement à une décentralisation de l'accueil des personnes âgées, que ce soit à l'échelle de particuliers. Et pour le coup, c'est quelque chose qui se prête assez bien à ça, tout simplement parce que, alors encore une fois, dans les localisations les choix de localisation des personnes âgées, il y a souvent la présence de sa famille à proximité, donc c'est quand même un facteur très important. Et puis le second, c'est avoir accès à une infrastructure hospitalière de soins de qualité, mais ça laisse beaucoup de possibilités. Donc oui, je pense qu'en tout cas, le phénomène de grands ensembles de grandes résidences où on concentre beaucoup de monde va plutôt être mis en cause par cette crise-là. Merci beaucoup, Robin. Une question cette fois-ci d'Agnès, qui à mon avis va faire sans doute écho au texte dont tu nous parlais, It's Time to Build, qui nous dit: en France, le parc immobilier ne se renouvelle pas suffisamment aujourd'hui. Quelles sont donc les mesures gouvernementales qui pourraient aider à ce renouvellement? Oui, c'est là une très bonne question. Voilà, on sait de manière, après ce chiffre ne veut pas dire grand-chose, mais on sait que la production neuve équivaut à peu près à 1% de ce qui est déjà bâti en termes de parc. On ne produit pas de nouveaux logements de manière suffisante. Ça ne permet pas de loger et de répondre aux demandes, qui est une demande croissante, hein, je le répète. Hein, les trois facteurs de la demande de logement sont la croissance démographique, et même si elle a ralenti en France, elle se poursuit. Le deuxième facteur, c'est les migrations. Et la population française continue d'augmenter du fait des migrations internationales. Et puis à l'intérieur du pays, il y a des migrations qui font qu'il y a des zones qui se remplissent pendant que d'autres se vident, et les métropoles continuent de se remplir. Et le troisième facteur, c'est la décohabitation, c'est que les gens veulent c'est pas qu'ils veulent être de plus en plus seuls, mais la trajectoire des familles, la structure familiale fait que les gens sont de plus en plus seuls, et donc ça pousse aussi beaucoup à l'augmentation du parc de logement. Et on n'est pas capable de répondre à ça, et ça a des conséquences dramatiques. Si le confinement évidemment a des coûts sociaux aussi élevés, c'est parce que parfois il a réuni sous le même toit des gens qui étaient en situation de rupture, ou qui avaient des conflits, qui étaient en conflit, et donc ça a des coûts aussi cachés, pas visibles, mais qui sont extrêmement lourds. Donc on a un véritable enjeu à produire plus, et je pense que dans le plan de rebond gouvernemental sur le sujet du logement, toutes les mesures en faveur de la production sont les bienvenues. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut plutôt aider l'offre que la demande, mais bon, après, ce n'est que ma modeste analyse. Et par exemple, je suis de ceux qui pensent qu'il est temps de remettre une aide aux maires bâtisseurs, tout simplement pour encourager les mairies qui se lancent dans un exercice de production de logements neufs, dans un contexte qui n'est pas évident, dans un contexte où voilà, construire des bâtiments parfois plus denses à côté dans certains quartiers d'habitation, ce ne sera pas nécessairement bien. Beaucoup de gens associent la densité à la crise qu'on a vécue, à tort, mais c'est ainsi. Donc je pense que toutes les mesures qui peuvent encourager des collectivités locales, des intercommunalités à se lancer dans des grands projets d'urbanisme sont les bienvenues, et je pense que c'est ça le rôle d'un plan de rebond. Merci beaucoup.
Je vais en profiter qu'il y a une petite accalmie pour éventuellement poser ma question. Je voudrais faire le lien en fait avec la première session de cette semaine qui nous a permis de recevoir Anthony Slumber sur des questions beaucoup plus liées à l'écologie, à l'environnement. Et en fait, il me semblait avoir lu des chiffres assez importants dans la première édition. Alors, je reconnais que je n'ai pas encore lu la seconde édition de l'immobilier demain. Je te promets que je ferai ça bientôt. Et tu parlais beaucoup sur donc, la contribution négative de l'immobilier sur les déchets d'une manière générale, sur l'impact environnemental, etc. On sait qu'aujourd'hui, il va falloir relancer l'économie étant donné cette période de déconfinement qui démarre. Est-ce que tu penses que cette relance économique va se faire au détriment de l'écologie, au détriment de tout le greenwashing qu'on faisait jusqu'à maintenant? On sait que c'est un coût supplémentaire, c'est un impact évident, mais un coût supplémentaire. Est-ce qu'on va passer à côté parce qu'on va vouloir recommencer les choses plus rapidement et donc à moindre coût? Ce serait la pire des erreurs. Avant même la question de alors évidemment, il y a la question de la qualité thermique des bâtiments et il y a un certain nombre de réglementations là-dessus. Et alors là, je pense que ce serait la pire des erreurs de vouloir mégoter là-dessus pour essayer de gratter quelques points à court terme, mais je pense aussi qu'on a fait beaucoup d'efforts pour limiter l'étalement urbain ces dernières années avec la suppression de certains dispositifs dont on savait qu'ils étaient directement responsables de l'étalement urbain et de la perte de terres agricoles. Évidemment, si on remet en place ces dispositifs, ça a un effet positif sur la demande à très court terme et ça peut permettre d'accélérer la relance. Mais à long terme, c'est évidemment un type d'urbanisme dont les coûts en termes de pollution, en termes de stress sur la vie familiale, parce qu'il implique des longs déplacements en voiture, en termes de congestion sur l'infrastructure routière, sont des coûts extrêmement bien documentés et extrêmement lourds. Et donc, pour quelques bénéfices à court terme, on aurait de très longs coûts à long terme. Donc, je pense qu'absolument pas. Il ne faut pas du tout être dans une relance facile qui se traduirait par des passifs à assumer à long terme. Et il faut au contraire avoir une relance qui ne soit pas une relance, évidemment, comme je le disais. Si demain on se dit que tous les appartements doivent avoir un balcon, on va réduire l'offre de logement en des proportions terribles parce que ce n'est pas possible de faire que tous les logements aient un balcon aujourd'hui. On ne sait pas produire, ni en termes de coûts, ni en termes d'organisation de l'espace urbain. En tout cas, on réduira le nombre de logements à produire trop drastiquement pour que ça ait une utilité. Mais donc, il ne faut pas vouloir n'importe quoi d'un côté, mais en même temps, il ne faut surtout pas mégoter avec les enjeux environnementaux. On voit que le coût de destruction, reconstruction ou de remise à niveau, de remise aux normes de bâtiments qui n'ont pas été pensés avec la préoccupation environnementale dès le début sont des coûts énormes et dont qu'on a bien du mal à assumer aujourd'hui sur un certain nombre de bâtiments et de copropriétés. Donc, on ne va surtout pas mégoter aujourd'hui là-dessus et au contraire, il faut continuer sur la feuille de route du gouvernement en la matière. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faut poursuivre nos efforts. Très bien, bon, je te remercie beaucoup. Je vois qu'il est, il est un tout petit peu, on a un petit peu dépassé le temps. Il reste deux questions. Je te propose qu'on finisse avec ces deux-là. J'ai la première, donc, qui est une question de Stéphane, qui nous dit que ne croyez-vous pas que l'incertitude ambiante, la perspective d'une seconde vague, vivre avec le virus, les décrochages boursiers d'il y a 2 mois, etc., va se traduire par une crise de confiance de 1 à 2 ans qui risque de figer les décisions d'investissement dans l'immobilier tertiaire et ou résidentiel? Non, je ne le pense pas. Effectivement, il ne faut pas nuancer les effets de la crise. C'est surtout pas mon idée. Mais encore une fois, je pense que la demande est encore supérieure à l'offre, qu'il y aura des impacts avec une crise économique forte qui va se toucher certains investisseurs ou aux futurs occupants, mais qu'il en reste beaucoup d'autres qui vont avoir une situation relativement inchangée et que ces gens-là ont besoin de se loger. Donc, je reste relativement convaincu que le marché, je ne dis pas qu'il ne va pas baisser, le marché peut légèrement baisser, et qu'en tout cas, on n'aura pas un décrochage de l'ordre de ce qu'on a pu lire ici ou là, avec des chiffres parfois assez fantaisistes. Très bien. Et donc, on va finir sur la question d'Anthony, qui, à mon avis, fait un petit peu écho à la question de tout à l'heure sur les mesures gouvernementales. D'après toi, quel modèle pour
intramuros, construire des tours. La flambée immobilière n'est-elle pas due à un manque d'offres de transport en termes de rapidité, qualité? Oui, alors Paris est l'une des villes les plus denses du monde, donc avec 25 000 habitants, 20 000 habitants au kilomètre carré. Donc le but, c'est surtout pas de construire à Paris, mais on a une première couronne où la densité est plutôt aux alentours de 6 000 habitants du kilomètre carré. Et donc là, il y a largement de quoi faire en termes de production du nombre de logements suffisant, à la fois pour décongestionner le centre de Paris et à la fois pour éviter que des gens se retrouvent obligés de s'éloigner à 1 heure de voiture ou parfois plus, 100 km du centre parce qu'on n'a pas construit le logement suffisant pour y avoir accès. Donc on a la chance d'avoir un réseau de transport extrêmement dense qui en plus est en augmentation. Et ben, il faut faire en sorte que l'on construise non pas des tours. Haussmann construisait à 7 étages, entre 6 et 7. On peut totalement garder le gabarit haussmannien sur la première couronne sans la défigurer et produire les logements qui sont aujourd'hui manquants. Merci beaucoup, Robin, pour ton temps, pour ton intervention. Merci à vous. On a souhaité à tout le monde un très bon week-end et on se retrouve nous tous lundi. Et lundi, nous serons à nouveau en anglais avec Orbital Insight et Gemstone. Au revoir. Merci, au revoir, Robin.